Bonjour et bienvenue pour cet atelier, ce webinaire, cette conférence en ligne, Leadership féminin à l'international. Ça va durer 1 heure. Alors, cette conférence, elle s'adresse aux salariés dans les grandes organisations, dans les entreprises, aux cadres dans les organisations internationales aussi, dans les associations, les ONG internationales, aux entrepreneurs, aux consultants, aux chefs d'entreprise et aux conjoints expatriés. Il y a toujours cette dimension de international ou interculturel, de contexte international ou interculturel. Mais on est vraiment sur des transitions de carrière où trouver le prochain poste, réajuster son poste actuel pour que ça corresponde plus à vos motivations aujourd'hui, ou dépasser le plafond de verre, renforcer votre leadership, votre impact, etc. Je n'accompagne pas les personnes sur des questions de logistique, de relocation, de stratégie business, de business plan ou d'anglais. On m'a déjà fait les demandes et c'est pas mon propos avec cette conférence, ni avec mes accompagnements. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous donner le déroulé de l'atelier aujourd'hui, le déroulé du webinaire, et puis je vais vous expliquer un petit peu qui je suis aussi pour vous parler de ça. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 clés pour donner un nouvel élan à votre carrière dans une période ces derniers temps qui était un peu anxiogène, parfois un peu difficile. Où on se pose des questions sur le sens, où on se pose des questions sur la sécurité professionnelle, où éventuellement on est en plan de licenciement. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'annonces de plans de licenciement là qui apparaissent tous les jours. On peut se poser des questions sur nos motivations aussi. Les motivations changent au cours de la vie. Peut-être que vous n'êtes plus aligné sur vos valeurs, sur vos besoins. Et puis vous posez peut-être des questions sur votre capacité à changer de poste, à accéder à une promotion ou à limiter à la casse si vous êtes dans une transition, un plan de départ ou une répatriation forcée, subie. Donc, comment dans ce contexte de changement externe, extérieur, comment en profiter de ce changement imposé pour changer pour soi, pour reprendre la main, pour trouver un poste qui soit plus aligné, que ce soit dans le même poste d'ailleurs, dans la même organisation ou en externe, en prenant appui sur votre parcours, sur vos expériences, sur vos talents. C'est ce qu'on va voir dans les 3 points clés, 3 étapes qui me paraissent essentielles. Et puis, comme on ne pourra pas tout aborder pendant le webinaire, 1 heure c'est quand même très court, vous avez donc ce bouton en haut de l'écran pour réserver une séance, premier contact, offert 30 minutes en visio, pour qu'on aille un peu plus loin sur vos situations particulières, que je puisse vous aider là où vous en avez besoin, et puis qu'on puisse voir ensemble les premières actions pour atteindre vos objectifs, à vous, quels qu'ils soient. Moi, j'ai pas de jugement sur ce que sont les bons objectifs ou une carrière réussie. Donc, quand vous appuyez sur le bouton pour réserver une séance premier contact, vous arrivez sur mon agenda, vous choisissez votre fuseau horaire. J'ai débloqué plein de créneaux là dans les jours qui viennent. Et puis, si aucun créneau ne vous convient pour la séance premier contact, envoyez-moi directement un email. Vous avez mon email de contact dans les emails que vous avez reçus. Et on trouvera un moment, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, qui je suis, j'accompagne en coaching depuis 12 ans maintenant les entreprises, les organisations, les équipes, les individus dans des contextes de transition pro ou de développement ou d'interculturel. Mais mon cœur d'expertise, vraiment ce que j'aime par-dessus tout, ce qui me porte, ce qui me passionne, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles expriment leur singularité, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles s'autorisent à prendre leur place, quelle qu'elle soit, ou qu'elles s'engagent dans le projet qu'elles ont construit pour elles. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez moi parce que c'est lié aussi à mon parcours. Moi, j'ai été manager, cadre, intrapreneur pendant 20 ans dans le secteur audiovisuel, productrice exécutive pour la télé, puis je me suis formée au coaching, j'étais en reconversion à 40 ans, entrepreneur en France, mais aussi entrepreneur au Gabon, aux Pays-Bas, j'ai été expatriée pendant 7 ans et à chaque fois, j'ai dû adapter, développer, j'ai failli abandonner parfois, reconstruit, appris, testé, toutes mes expériences professionnelles et mon expérience à l'international a été formidablement riche de contacts, de réseaux, d'apprentissage, d'ouverture. Ça m'a vraiment permis de grandir. Donc, depuis 12 ans, j'accompagne avec Global Coaching for Expat les internationaux au sens large. Et puis, depuis 2019, j'ai créé aussi Global Coaching for Elle,
puisque je me consacre essentiellement sur la carrière des femmes dans toutes les étapes, prise de fonction, leadership interculturel, les passages un peu délicats, les équilibres de vie ou les choix d'une autre voie. Et puis j'ai écrit 3 livres, vous les avez peut-être vu passer, donc Redonner du sens et un nouvel élan à sa carrière, qui est vraiment sur le parcours, qui reprend les étapes du parcours d'accompagnement de reconversion. Chercher un nouveau poste, trouver un nouveau souffle. Chouette au secours, on rentre, qui est plutôt consacré au retour d'expatriation et qui là est plutôt un livre de témoignages et d'anecdotes. Et puis le petit dernier là qui va sortir début octobre, Femmes, Leadership et International, comment les femmes à l'international réinventent le leadership. Je vous invite à aller voir. Alors le premier, Redonner du sens et un nouvel élan à sa carrière, n'est disponible que sur Amazon. Chouette au secours on rentre et le dernier, Femmes, Leadership International, seront disponibles sur toutes les plateformes Fnac, Amazon, etc. Et vous pouvez le commander dans les librairies. Voilà. Et donc vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous voulez reprendre votre carrière après avoir arrêté, peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez reprendre un poste, retrouver un poste parce que vous subissez une transition suite à un licenciement, suite à un burn-out, suite à un déménagement, un suivi de conjoint? Est-ce que peut-être vous avez besoin de construire un nouveau projet parce que vous n'aimez plus ce que vous faites? Vous avez envie de changer de voie, vous avez atteint un plafond là, vous manquez de motivation, ou alors vous avez besoin de retrouver du souffle parce que vous avez le sentiment d'atteindre votre plafond de verre. Vous sentez que vous en avez encore sous le pied, mais là vous êtes un peu limite dans ce que vous pouvez fournir, ou alors vous êtes plus aligné sur les valeurs de votre boîte. Ça peut arriver, ça arrive à beaucoup, c'est arrivé à beaucoup de mes clientes là ces derniers mois ou ces 2 dernières années. De ne plus du tout se sentir en accord avec les valeurs, un peu tiraillées entre la communication qui est faite et puis la réalité sur le terrain. Peut-être que vous voulez aussi passer du salariat à l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat au salariat, mais comment faire? La plupart de mes clientes, en tout cas, ont une belle première partie de carrière. Je m'adresse plutôt à des personnes qui ont entre 35 et 55 ans, qui ont déjà pas mal de réussite, des postes à responsabilité, qui sont plutôt expertes dans leur métier, dans leur secteur, qui travaillent en équipe, qui aiment ce qu'elles font et qui ont de bons résultats jusque-là, mais qui ont envie d'évoluer, de relancer leur carrière, de valoriser leur parcours, de développer autre chose et de développer surtout leur leadership, d'oser aller un petit peu plus loin parce qu'elles sentent qu'elles peuvent aller un peu plus loin, mais elles sont un peu bloquées, plafonnées. C'est le plafond de verre. Alors pour ça, il faut bien sûr renforcer son sentiment de légitimité, développer ses réseaux, renforcer sa confiance, sa visibilité. C'est pas toujours facile de parler de soi, retrouver du sens, s'aligner sur ses valeurs profondes, franchir une bonne fois pour toutes ses croyances, ses freins, ses blocages, ses limites, ce plafond de verre, ce qui nous freine, ce qui nous bloque. Renforcer aussi, trouver de la clarté, une vision sur ce qu'on peut faire, se projeter sur un après qui soit ambitieux, motivant, enthousiasmant. Et puis on a besoin de soutien aussi dans ces cas-là, de trouver autour des retours qui soient constructifs, positifs. Et puis si vous êtes en reconversion, si vous cherchez autre chose, c'est peut-être que vous êtes en quête de votre meilleur projet. Qu'est-ce que je peux faire? Ce serait quoi le meilleur projet? Qu'est-ce qui m'est ouvert? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que je peux construire? Mais des fois, réfléchir à cette prochaine étape tout seul, alors qu'on est déjà en sur-régime, c'est un petit peu compliqué. On a une quantité d'énergie limitée, on a une quantité de temps qui est limitée aussi. Il faut tout faire rentrer là-dedans. Donc, c'est pas toujours facile de reprendre la main. Donc, c'est ce que je vous propose moi aujourd'hui, avec 3 étapes clés qui vont vous aider à restructurer, à structurer un petit peu votre travail d'exploration de cette prochaine étape. Pour ces 3 étapes, moi je m'appuie sur le Why or What, le Golden Cycle de Simon Sinek,
que vous connaissez peut-être. Je vous invite à aller sur Internet. Il y a un très beau TED de Simon Sinek en ligne, qui est un des plus visionnés, je crois, des TED. Le why, how, what. L'idée de ce Golden Cycle et le chemin, moi, que je fais avec mes clientes d'ailleurs, c'est d'oublier dans un premier temps les injonctions extérieures, les possibilités, de pas tout mélanger, de repartir de soi. On commence par le why, l'interne, c'est explorer qui je suis, avec quoi j'arrive, ce que j'ai dans mon sac, et ce que je veux développer, ce que je veux réussir, ce que je veux faire dans ma vie, les 10 choses les plus importantes que je voudrais faire dans ma vie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de transformer, c'est améliorer sa visibilité, ses relations interpersonnelles, sa communication, éventuellement en interculturel, développer sa confiance, son leadership. Là, on est dans la transformation, ça se fait pas à pas. Et puis la troisième étape, c'est de partager, ça va être aussi agir et partager, ça va être de construire, ça va être de rendre visible, ça va être de postuler, ça va être de négocier, ça va être de prendre son poste, de manière à réussir cette étape efficacement. Alors c'est parti pour ces 3 étapes. On va démarrer avec explorer. Donc explorer, on est vraiment sur le premier cercle, très interne, très personnel, très individuel. On part de vous. Donner du sens à votre parcours, à votre carrière, c'est partir de vous. Et je démarre par, il va y avoir 2 points dans cette première partie explorer. Je démarre par identifier ses atouts et ses motivations. Ça veut dire quels sont mes points forts. Ça veut dire quelles sont mes compétences, mes expériences, quelles sont mes appétences, mes talents. Et qu'est-ce qui est transférable à partir de là. C'est intéressant, j'avais une séance ce matin avec une jeune femme, une femme qui a 50 ans aussi, donc une jeune femme, qui est à la fois chef d'entreprise et élue. Et qui me disait, mais je travaille dans mes compétences. Les gens ont besoin de moi, ils m'appellent pour telle et telle chose parce que je suis compétente là-dessus, mais ça me demande un effort terrible. J'essaye de bloquer 1 heure, 1 heure et demie. Je sais que je vais vite, je sais que je fais bien. Et je lui disais, mais est-ce que tu as du temps vide, du temps pour toi? Elle me dit, oui, mais dans le temps vide, je lis les journaux, j'analyse un peu ce qui se passe, l'actualité, mais ça c'est pas vraiment du boulot et parce que j'ai toujours aimé ça, je le fais bien, c'est plus du plaisir. Donc ça compte pas dans mon travail, ça compte pas, je peux pas l'intégrer dans ma journée de travail. Mais si justement, c'est ce que je disais, ça c'est ce que tu aimes faire, ce que tu fais bien, ce que tu fais facilement. Ce qui te donne de l'énergie, ce qui ne t'en coûte pas. À chaque fois que tu te poses la question, que tu te dis, bah ça c'est tellement facile, ça c'est ce que j'aime, donc ça compte pas pour du travail, c'est là où tu es dans ton talent. Donc il y a vraiment quelque chose à identifier de les compétences que vous avez acquises, les choses que vous faites bien, peut-être mieux que les autres. Vous avez une grande expérience, vous avez été formé pour ça, vous êtes expert dans ce domaine-là, mais c'est votre zone d'excellence, c'est ce que vous faites bien mais que vous avez appris à faire, ça vous a demandé un effort pour acquérir ces compétences. Et puis il y a vos talents. Vos talents, c'est tout ce que vous faites bien, mieux que les autres, qui ne vous consomment pas d'énergie, qui vous en donnent plutôt, vous avez l'impression que c'est du loisir, du plaisir, une telle facilité que vous vous demandez pourquoi vous seriez payé pour ça. Et c'est justement là qu'il faut aller chercher, parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Et c'est là où vous devriez être payé le plus cher, sur ce qui est le plus facile pour vous. Vraiment, je vous invite à aller chercher. Vous trouverez des grilles de zone de brillance, zone d'excellence, zone de compétence, zone d'incompétence, et allez vraiment travailler sur cette zone de talent, cette zone de brillance. Entre la zone d'excellence et la zone de brillance, il y a souvent les petits saboteurs là, qui viennent, les petites croyances, la petite voix qui nous dit mais c'est tellement facile, ce serait ridicule. Je vais me retrouver à bosser 2 heures par jour pour avoir des bons résultats, c'est pas normal. Il faut que je fasse des efforts, il faut que je passe beaucoup d'heures. Donc vraiment aller chercher, développer vos atouts, vos motivations, vos talents, et puis bien sûr vos expertises, vos expériences, les secteurs que vous connaissez particulièrement, les postes que vous connaissez particulièrement, les réseaux que vous avez développés tout au long de votre carrière. Ça, vous allez vraiment identifier vos atouts et vos motivations. Vous savez, on parle aussi parfois de l'ikigai. Vous pouvez aller aussi sur Internet chercher l'ikigai. L'ikigai, on parle de la jonction entre mes talents, mes compétences et ce dont le monde a besoin. Et je vois trop de gens qui partent dans les transitions de carrière uniquement sur ce dont le monde a besoin.
ce dont mes collaborateurs ont besoin, ce dont mon entreprise a besoin, ce qu'elle me propose, les besoins, les jobs que j'ai identifiés dans le pays dans lequel je vais aller. Et donc, on part uniquement sur cette case, ce dont le monde a besoin. Mais il faut repartir, l'ikigai, c'est vraiment à la jonction entre ce que moi j'aime, ce qui me passionne, ce qui me motive, quelles sont mes compétences, ce que je peux monnayer, ce que je peux vendre dans une entreprise, ce pourquoi je suis légitime et ce dont le monde a besoin. C'est important d'avoir cette interaction-là. Donc en fait, identifiez vos atouts, vos motivations, vos talents, votre parcours. Vous êtes vraiment dans le placard. Hein. Qu'est-ce que vous avez dans votre placard? On ouvre le placard, on sort tout. C'est un gros bazar, on sort tout sur le lit. Mais vous allez voir que vous allez retrouver des choses que vous aviez oubliées, des pépites là au fond du placard que vous aviez oubliées. Vous pouvez vous dire, mais c'est vrai, quand j'ai fait mes études, j'imaginais, j'avais travaillé dans telle association, je m'étais intéressée à tel thème, à tel sujet. C'était une vraie motivation, c'était une vraie passion pour moi. Et puis finalement, je l'ai oublié. J'ai oublié ça. Donc vous allez retrouver des motivations oubliées que vous allez pouvoir explorer, voir si ça tient toujours. Peut-être que c'est le moment de ressortir ça. Et puis vous allez trouver aussi des choses qui sont trop vieilles, qui sont obsolètes, qui sont abîmées, qui vous vont plus. Le vieux t-shirt à paillettes que vous aviez quand vous aviez 20 ans, et ben c'est plus le moment, vous avez plus l'âge, c'était très bien à l'époque, mais c'est plus adapté aujourd'hui. Et ben avec vos compétences, vos expériences, etc., c'est pareil. Vous allez trouver des choses dans votre parcours, dans ce que vous mettez en avant encore aujourd'hui, des choses qui sont devenues obsolètes et des choses qui avaient été oubliées. Donc c'est le moment de faire le tri là-dedans. La deuxième partie de cette première partie explorée, c'est votre why, c'est vraiment vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quelles sont vos convictions? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Qu'est-ce qui fait qu'à un dîner, vous allez rester parce que vous êtes dans une conversation et vous dites là, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à opposer, j'ai envie de défendre quelque chose. Qu'est-ce qui vous motive? Là, on est vraiment dans les convictions, les valeurs. Vous pouvez trouver, si c'est un peu flou pour vous, les convictions, les valeurs, vous pouvez aller chercher, par exemple, dans l'actualité, les articles qui vous marquent le plus sur LinkedIn, dans la presse, à la télé, je ne sais pas, enfin dans les discussions que vous avez. Qu'est-ce qui vous met en action? Qu'est-ce qui vous fait réagir le plus? Ça va vous permettre de mettre à jour un petit peu quelles sont les convictions, qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà. Alors moi, par exemple, ma conviction, c'est qu'il faut soutenir et aider, accompagner les femmes pour qu'elles prennent toute leur place, pas toute la place, mais toute leur place. Et c'est ce qui me fait lever le matin, et c'est ce qui me fait faire des webinaires comme ça, et c'est ce qui me fait rentrer dans des conversations, et c'est ce qui me fait discuter avec mon mari pour qu'il m'écoute. Donc ça, c'est vraiment mon why, et votre why aussi, il faut pouvoir le trouver parce que ça va vous permettre de construire quelque chose dans une perspective à plus long terme, et puis de faire des choix au fur et à mesure de ce qui vous est proposé, de se dire bah oui, j'ai la compétence pour ça. Mais c'est pas vraiment un talent, c'est une compétence. Et puis surtout, ça correspond pas à mon why. Ça correspond pas à ce que j'ai envie de défendre. Donc finalement, je vais pas y aller. Là où je serais tentée parce que c'est facile, parce qu'on m'appelle, parce qu'on me demande, parce qu'on me propose et que peut-être ce serait un job que je peux pas rater. Les circonstances sont complexes, compliquées, un peu inquiétantes. Voilà. Bien être consciente de votre why, de ce qui vous drive, ça va vous permettre de faire des choix en conscience. Voilà, j'ai un témoignage de Aurélie que j'ai accompagnée, qui est rentrée maintenant d'Angleterre d'ailleurs, qui a fait ce travail d'exploration et qui dit je sais ce que je veux faire, je sais ce que je recherche comme job aujourd'hui. Grâce à ce programme, j'ai pu définir un projet professionnel en accord avec mes valeurs et mes besoins, alors que tout était très flou pour moi au départ. Voilà, ça c'est vraiment le résultat de ce travail d'exploration, cette première étape. La deuxième étape, c'est de transformer. Là, on est dans le deuxième cercle, dans l'interaction avec votre environnement, dans l'interaction avec la réalité du marché, dans l'interaction avec vos équipes, avec vos hiérarchiques, avec les gens que vous rencontrez. Là, on va être dans développer vos relations interpersonnelles, votre communication, votre façon de vous présenter, dépasser les freins, construire votre projet. Ça va vraiment être un changement de mindset. La première étape, là, il y a 3 étapes dans transformer.
enfin, j'en ai gardé 3 là pour le webinaire. La première étape donc de transformer, c'est de construire son projet. Construire son projet, c'est alors projet, ça peut être une entreprise, une reconversion, un projet de formation, ça peut être un projet de partenariat, ça peut être un projet de déménagement, de trouver un job. J'ai accompagné une femme qui savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle savait qu'elle voulait aller dans un pays étranger et anglophone. Elle est partie au Canada anglophone et on a monté ça. Elle a monté son projet. Après, son projet central, c'était de partir au Canada. Donc, construire son projet, c'est d'abord identifier ce dont on ne veut plus et ce que vous voulez à la place. La première chose, c'est de se projeter et de se dire, OK, moi, je voudrais travailler dans tel contexte, dans tel environnement, avec tel type de personnes, à tel rythme, dans tel secteur, dans tel domaine. Je voudrais monter une petite entreprise, je voudrais bosser en indépendant avec des associations, je voudrais travailler dans une entreprise. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire et de quoi vous ne voulez plus? Je ne veux plus avoir un boss hystérique, voilà. Je ne veux plus dépendre d'une grosse organisation où finalement c'est toujours des promesses et les promesses ne sont pas tenues. Je ne veux plus travailler 15 heures par jour et ne plus avoir de temps et recevoir des emails le week-end ou le soir. Je ne veux plus partir en déplacement 3 jours par semaine et ne pas avoir mes enfants. Je ne veux plus, voilà. Trouvez vos je ne veux plus et qu'est-ce que à la place. C'est vraiment 2 aspects qui sont importants, qui vont ensemble. Et vous pouvez d'ailleurs travailler uniquement, si vous avez du mal à vous projeter, vous pouvez travailler uniquement sur les « je ne veux plus ». Parce qu'en listant tous les « je ne veux plus », dans les opportunités que vous allez avoir à l'extérieur, vous allez sentir très vite quels sont les « je ne veux plus », mais je m'en accommoderai. Quels sont les « je ne veux plus », c'est radical, c'est définitif, c'est hors de question. Donc travailler sur ces « je ne veux plus », ce qu'on appelle aussi les zéro parasitages, hein, tout ce dont on ne veut plus. C'est une première étape pour construire son projet. Quels sont mes besoins aussi quand on travaille à l'international, par exemple, si vous voulez partir, il va falloir envisager, est-ce que vous pouvez avoir un visa, est-ce que vous pouvez pas avoir de visa, quels sont vos besoins en termes de revenus, quels sont vos besoins en termes géographiques, quels sont vos besoins en termes de temps, quelles sont vos contraintes, quelles sont les contraintes du secteur, des métiers, est-ce que vous avez besoin d'avoir une certification spécifique pour aller dans ce métier. On a parlé depuis 10 ans là beaucoup des managers qui se reconvertissaient à la boulangerie, pâtisserie ou à la cordonnerie, etc. Bah, il faut pour certains métiers des certifications, des formations, des attestations. Est-ce que vous avez besoin de choses comme ça? Quel est votre calendrier aussi? C'est pas la même chose d'être obligé de retrouver un job dans les 3 mois qui viennent ou d'avoir 1 an et demi, voire 3 ans, voire 5 ans pour une reconversion. Une vraie reconversion, on a tendance à dire que ça prend entre 3 et 5 ans, hein, entre le moment où je ne veux plus être ce que je suis et le moment où je suis totalement réintégrée dans une nouvelle identité professionnelle, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, quel est votre calendrier à vous? J'ai accompagné aussi une cliente qui a dû reprendre, qui était maman célibataire et qui a dû reprendre un job rapidement, mais on l'a travaillé en billard à 3 bandes. Vous voyez, elle a pris un job qui allait répondre à un besoin financier immédiat, mais qui aussi allait pouvoir lui permettre de développer certaines compétences, d'avoir une certaine expertise et un réseau, de développer un réseau dans un secteur qui l'intéressait après. Donc, c'était pas le job idéal pour l'instant, mais ça cochait suffisamment de critères à court terme et suffisamment de critères à moyen et long terme pour que ce soit intéressant pour elle. Et puis, comment convaincre mes proches aussi, hein. Il va falloir commencer quand on veut changer de carrière ou quand on veut retrouver un poste ou quand on veut déménager ou quand on veut passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ben, il va y avoir tout un travail aussi d'emblée à ses proches. Alors, il y a les proches pour qui ça a un impact. Si vous arrêtez votre job, ben, vous avez un salaire en moins qui rentre. Pour la famille, pour le conjoint, pour l'équilibre familial, ça peut poser des questions ou des inquiétudes. Donc ça, il va falloir en parler. Il faut le soutien des proches, de la famille. Et puis les proches aussi, les amis. Alors vous avez aussi les amis qui eux n'osent pas passer le pas et qui vont se sentir un peu attaqués parce que vous, quand vous allez oser remettre en question, faire autre chose, passer à l'action, bah, finalement vous les remettez aussi face à leur propre inertie, leur propre passivité, leur propre peur. Et donc
ils peuvent avoir peur pour vous, mais ils ont aussi peur pour finalement vous les remettez face à leur peur et du coup ils n'ont pas envie que vous y alliez. Ça les dérange. Donc vous allez aussi avoir des proches qui vont vous convaincre que ça n'est pas la bonne solution, ça n'est pas la bonne idée, vous êtes folle, etc. Donc il y a tout un travail aussi de construction avec son environnement proche, avec son entourage, ou aussi de savoir dire non, de savoir fermer, de savoir bloquer cet entourage qui peut aussi vous déboussoler à plein de moments et vous faire douter de vous-même et vous faire en fait perdre du temps. Donc c'est assez le rapport avec ses proches est un peu sensible. Emmanuel, oui, qui est toujours une haute fonctionnaire internationale, disait: je me sens plus sereine, plus accomplie, plus sûre de moi, j'en reviens pas. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de copier les autres, que je pouvais être moi-même. Je ne laisse plus les autres empiéter sur mon terrain. J'ai appris à dire non. Je sais aujourd'hui m'épargner les combats inutiles et ça rend la vie tellement plus facile. On est vraiment là, hein, de repartir de soi-même, de faire les choses pour soi. C'est pas être égoïste, c'est faire les choses pour soi, pour être dans le meilleur de soi-même. Donc ça, c'est important pour réussir cette transition et la prochaine étape. Le deuxième point de la transformation, c'est construire son propre leadership. Construire son propre leadership, c'est fixer les priorités, vos propres priorités en termes d'influence, d'impact. C'est pas être politique, c'est pas devenir un homme avec du poing sur la table, du charisme, qui sait prendre des décisions, etc. C'est trouver votre propre leadership, votre autonomie, comment vous allez être amené ou imposé de prendre vos décisions, d'avoir un champ de responsabilité qui vous convient, de développer votre assertivité, de pouvoir parler de vos besoins tout en écoutant et en respectant ceux des autres, mais de partir de vos besoins, de ne pas être ni dans la fuite, ni dans le conflit, ni dans la manipulation, hein, c'est bien ça l'assertivité, de pouvoir prendre du recul aussi, être aligné, être flexible, d'utiliser son intelligence émotionnelle quand on monte dans la hiérarchie, quand on part à l'international, on est amené à être plus en représentation, à prendre la parole en public, à être ambassadeur parfois de son entreprise. Et ça demande aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de prise de conscience de comment on fonctionne, qui on est, quelles sont ses émotions, quel est son comportement, quelles sont ses réactions sous stress, comment réagissent les autres, pouvoir s'ajuster, s'adapter. Et puis, oser parler de soi, ajuster son image, être aussi accordé entre son image physique, la façon dont on communique, la façon dont on se présente, la façon dont on réagit. Trouver les bonnes questions plutôt que les bonnes réponses. Et souvent, quand j'accompagne des femmes dans leur leadership, souvent elles ont l'impression que plus elles avancent, plus elles sont attendues pour avoir les bonnes réponses. Et en fait, plus on monte dans l'organisation, plus on est attendu pour poser les bonnes questions. Avoir toutes les bonnes réponses, c'est un travail d'expert, ça n'est pas un travail de leader. Et donc, plus vous avancez dans votre carrière et dans votre leadership, plus on attend de vous que vous ayez les bonnes questions et que vous vous adressiez aux bonnes personnes, les experts qui sont dans vos équipes, qui sont autour de vous pour avoir ces réponses-là. Mais votre travail à vous, c'est de poser les bonnes questions. Et puis de valoriser aussi vos réussites, vos missions, votre vision, les choix que vous faites, les décisions que vous prenez. Valoriser, vous le faites souvent pour votre entreprise, vous le faites souvent pour vos équipes, quand les missions sont réussies. Vous pouvez le faire aussi pour vous, valoriser pour vous, reprendre le jeu, signer. La personne que j'ai eue ce matin, qui était moitié élue, moitié chef d'entreprise, elle me disait, je signe mes articles. Depuis très peu de temps, jusque-là, je signais l'équipe. Et aujourd'hui, je signe moi, parce que c'est moi qui les écris, parce que c'est moi qui fais l'analyse, parce que c'est moi qui ai la stratégie, parce que c'est moi qui ai fait le boulot. Et maintenant, je signe de mon nom. Et sans culpabiliser, c'est important que les gens puissent reconnaître ce qui vous revient. Parce que finalement, les gens, ils vont pas chercher, ils vont pas forcément savoir ce que vous faites, en quoi vous participez, en quoi vous contribuez à cette réussite. Ils ont besoin de le savoir. Et si vous ne le dites pas, si vous vous cachez derrière l'équipe, derrière l'entreprise, derrière d'autres personnes, eh ben, personne ne peut le savoir.
Et puis, parfois, on n'a pas vraiment de modèle parce qu'on est femme seule dans un environnement très masculin, à l'international, dans des environnements culturels très différents. Et du coup, on se sent obligé de masquer une partie de soi-même pour se fondre un peu dans l'environnement, pour correspondre un petit peu à ce qu'on voit à l'extérieur de soi. Mais souvent, je dis à ces femmes qui travaillent seules dans un environnement très différent, très masculin, je leur dis, puisque vous êtes l'exception dans un contexte particulier, n'ayez pas peur d'être exceptionnel. Vous êtes l'exception dans un milieu, vous pouvez être exceptionnel. Vous pouvez affirmer, montrer, rendre visible vos convictions, vos points de vue, vos décisions, vos façons de faire, et vous n'êtes pas obligé de vous fondre dans la masse. Voilà. Et puis le troisième point sur cette étape transformée, si vous êtes à l'international, c'est de naviguer efficacement en contexte multiculturel. Il y a eu des sondages qui identifiaient que 90% des entreprises dans 70 pays aujourd'hui estiment que l'intelligence culturelle est la compétence qui s'avérera la plus déterminante du 21e siècle en termes de leadership. Le leadership interculturel est très important et vous êtes très nombreuses souvent à m'interpeller sur ce point-là, c'est qu'il n'y a pas un leadership, mais il y a des leaderships en fonction des cultures. Mais le leadership interculturel, l'intelligence culturelle, c'est aussi pouvoir s'ouvrir, s'adapter, être flexible, modifier son comportement en fonction de vos interlocuteurs, justement en fonction de la culture, de pouvoir passer de l'un à l'autre, d'étudier vos stratégies de réussite et d'échec en fonction de votre culture, de votre caractère, de votre expérience, de votre personnalité. Et puis d'étudier aussi les stratégies de réussite ou d'échec d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres organisations, pour pouvoir enrichir en fait vos façons de faire et pouvoir passer d'une stratégie à l'autre en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction du projet. Et puis de dépasser l'intelligence culturelle, ça permet aussi de dépasser des difficultés, des incompréhensions. Dans les organisations internationales aujourd'hui, on est vraiment dans des équipes multiculturelles. J'ai accompagné chez Schneider une équipe de 23 personnes où il y avait 17 nationalités, avec des gens qui étaient dispatchés partout dans le monde. Les difficultés, même s'il y a une culture d'entreprise qui est commune et homogène, les difficultés de communication quand il y a des problèmes, alors quand tout va bien, évidemment, tout va bien. Quand ça roule, quand les projets se mettent en place facilement, qu'il y a de l'ancienneté, de l'expertise, et tout va bien. Quand il commence à y avoir des difficultés, des pressions, des tensions, etc., c'est là où les incompréhensions peuvent se mettre en place. Et ça peut vraiment freiner la réussite des équipes. Donc, vous pouvez être un manager de haut niveau, vous pouvez être expert dans votre domaine, et pourtant, la dimension interculturelle, la communication interculturelle, c'est un véritable écueil. Donc, il y a ce travail de contexte, de travail de management interculturel et de leadership interculturel qui est à prendre en compte. Et ça, là-dessus, alors moi, je peux vous accompagner, bien sûr, vous aider là-dessus, mais c'est une dimension que vous pouvez prendre en compte, travailler. D'abord, travailler sur vos critères interculturels, culturels. Quelle est votre culture, d'où vous venez, comment vous fonctionnez, votre histoire, votre éducation, votre religion, les pays dans lesquels vous avez grandi, les environnements culturels dans lesquels vous avez évolué, et puis les différences culturelles dans l'environnement dans lequel vous travaillez, dans lequel vous évoluez aujourd'hui, et puis comment vous pouvez développer ces dimensions culturelles. Alors, vous voyez, par exemple, sur cette slide-là, vous avez en haut des différences culturelles en fonction des pays, des cultures. Moi, je travaille avec Geert Hofstede ou Erin Meyer, qui ont bien étudié. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié les différences culturelles. Et puis, je travaille aussi avec l'Intercultural Readiness Check qui vous permet d'évaluer, de développer des compétences transversales qui sont de sensibilité, de communication, de capacité d'engagement et de gestion du stress qui, là, ne sont pas liées à une culture, mais qui sont liées à votre capacité à vous ouvrir à différentes cultures et à travailler efficacement dans des milieux multiculturels. Sarah
que j'ai accompagné dans une prise de fonction une équipe très différente culturellement. Lui m'a accompagné tout au long de ma prise de fonction avec un cadre solide, très rassurant, une excellente écoute, une belle intuition. Ce coaching m'a permis de prendre beaucoup de recul, de ne pas me noyer dans les situations difficiles et de me sentir soutenue, de gagner en confiance. Aussi, j'ai pris conscience de l'image que je donnais aux autres et j'ai pu développer mon impact et trouver ma place. Là, on est vraiment dans le développement du leadership. Oser prendre sa place, affirmer ses convictions dans des situations des fois où on ne comprend pas ce qui se passe autour, on ne comprend pas ce que les gens comprennent, on ne comprend pas ce que les gens voient de la situation et voient de nos réactions. Donc le milieu interculturel, c'est parfois très très difficile, très délicat. Et puis la troisième clé, la troisième étape, c'est agir. Alors on avait au début de ce webinaire partager, agir. Effectivement, c'est oser aller dans le cercle externe pour développer sa visibilité, pour communiquer, pour une fois que vous avez construit votre projet, une fois que vous avez développé votre leadership, vos convictions, votre impact, une fois que vous avez développé vos compétences interculturelles ou commencé à travailler là-dessus, et ben c'est le moment d'aller chercher les partenaires, les recruteurs, les équipes, de monter, de postuler, de négocier, d'être visible. Donc là-dessus, la première étape, c'est de communiquer. Dans ce troisième point, j'aurai 2 étapes. Communiquer, n'hésitez pas à communiquer sur votre projet, à raconter. Alors, raconter à la machine à café, ça ne suffit pas. Faire un post ou signaler que vous êtes en recherche d'emploi sur LinkedIn, ça ne suffit pas. Avoir un réseau de 350 personnes sur LinkedIn, ça ne suffit pas. Aller voir juste votre RH, le RH qui est responsable de votre service, ça ne suffit pas. J'ai accompagné des gens qui avaient justement, les RH leur disaient bah non, il n'y a pas de poste à l'international, etc. Puis elles se retrouvaient dans un dîner professionnel à côté de quelqu'un qui disait mais si, il y a plein de postes, mais c'est pas ce service RH là. C'est souvent très en silo, très fermé dans les entreprises. Donc, n'hésitez pas à partager, à communiquer. N'hésitez pas à répéter le message parce que c'est pas parce qu'on a fait un post sur les réseaux que les fils défilent justement à une vitesse incroyable. Donc, c'est pas parce que vous partagez un post que vous avez dit une fois que les gens le savent. Il faut trouver la bonne mesure, il faut trouver le bon équilibre, il faut trouver le bon volume pour être toujours dans la fenêtre de visibilité de vos interlocuteurs, des personnes qui peuvent être intéressés par vous, qu'au moment où ils ont un poste, au moment où ils ont un projet, au moment où ils ont une idée, que vous soyez là, qu'ils vous aient vu la veille, 3 jours avant, la semaine d'avant, que vous ayez pris un café, voilà, qu'ils aient réagi sur un post ou qu'ils aient vu un commentaire que vous avez fait, que vous leur ayez envoyé un email, etc. Ou un petit coup de fil. Ne préjugez pas non plus de qui est important ou pas. On ne sait jamais qui est le beau-frère, le voisin, la mère, la cousine de quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre profil. Donc parlez-en. J'avais une cliente qui me disait, j'en ai parlé à tout le monde, même tous les commerçants de mon quartier savent que je cherche du boulot. Donc vraiment, ne préjugez pas de ça. Parlez-en à tout le monde. Alors après, vous travaillez votre pitch. Vous n'allez pas raconter votre vie non plus à tout le monde, mais vous pouvez avoir une petite phrase, voilà, pour les gens que vous rencontrez comme ça, et puis une façon de développer après si vous sentez que ça peut être intéressant pour vous, que ça peut être un bon contact, et puis une façon aussi d'aller un peu plus loin et de chercher d'autres contacts ou de donner rendez-vous pour la suite, de ne pas laisser un contact qui peut être intéressant comme ça sans savoir si on se rappelle, je le rappelle, à quel rythme, etc. Tout ça se travaille. Donc voilà, communiquez vraiment sur votre projet. Donc CV, LinkedIn, pas seulement le profil, vous travaillez sur les posts, les échanges, vous allez chercher des contacts, vous contactez les gens même si vous ne les connaissez pas, c'est pas un problème, vous développez votre réseau, vous allez chercher des retours d'expérience, par exemple de gens qui ont fait la même transition que vous, qui sont dans le job, qui vous intéressent, etc. Et puis vous préparez vos entretiens d'embauche, s'il vous plaît, vous préparez bien vos entretiens d'embauche, vous posez des questions, vous allez voir
sur les sites des entreprises, vous allez prendre contact avec des gens qui sont dans les services connexes ou qui sont passés par cette entreprise, etc. Voilà, vous prenez des notes à la sortie de l'entretien. Il peut y avoir plusieurs entretiens, des fois 6, 7 suivant les entreprises. Donc prenez des notes à chaque fois pour dire ça, c'est bien réussi, j'ai compris ça, il faut que je le valide ou que je le clarifie à la prochaine. Ça, j'ai pas assez insisté, ça, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc prenez des notes parce qu'on oublie très vite. Et puis négocier. Une fois que vous avez le poste, c'est important aussi de négocier, pas seulement de remercier pour la confiance qu'on vous fait, etc., et que vous ne décevrez pas, mais négocier aussi ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre mission. Donc en termes de bureau, en termes de moyens techniques, en termes d'accompagnement, en termes d'assistants, en termes suivant le poste, vraiment mettez toutes les chances de votre côté pour réussir cette mission. Et puis le dernier point de cette troisième clé, c'est de trouver le bon équilibre pour tenir la distance. Hein. Quand on monte, quand on est en transition, quand on va partir faire quelque chose de nouveau, on est un peu au four et au moulin, on est un peu surchargé, on est un peu sous pression, on a envie de faire bien, on a besoin de se mettre dans les dossiers, on a besoin d'apprendre, on a besoin de découvrir, on a besoin en même temps d'être performant, efficace, etc. Si on part à l'international, on a besoin de réinstaller la famille, il y a une dimension personnelle qui peut être très importante de transformation, de restructuration, de réorganisation aussi. Et on peut vite être débordé. On peut vite être épuisé. Donc c'est important de continuer, de garder de l'énergie, de garder des choses qui vous ressourcent, qui vous font du bien, de garder du temps pour vous, de garder du recul, de garder de la hauteur pour ne pas se précipiter dans l'opérationnel et le résultat tout de suite, pour pouvoir tenir la distance. Parce que ça sert à rien d'être hyper efficace, hyper présent, hyper là pendant 6 mois, 1 an, et puis de faire un burn-out au bout d'1 an, et d'être obligé d'arrêter complètement pour dormir pendant 1 mois. Donc ça, c'est un coût trop important, et pour vous, et pour l'entreprise, et pour l'équipe, et pour la mission. Donc vraiment, pensez à rester attentif à vos batteries, prendre soin de vous, prendre du temps, savoir prendre le temps. Si vous prenez un poste à l'international, par exemple, vous allez peut-être tomber sur des équipes qui vont vous presser de prendre des décisions parce que ça fait longtemps qu'ils ont envie de les faire passer et que les managers qui sont passés avant ont refusé. Donc là, ils vont essayer de vous mettre la pression pour vous faire prendre des décisions qui les intéressent eux. Surtout, il est temps de prendre son temps quand on démarre. Prenez de la hauteur, gardez du temps pour vous, identifiez ce qui vous fait du bien. Si c'est écouter de la musique, si c'est lire un livre, si c'est faire la cuisine, si c'est aller marcher, si c'est faire du yoga, si c'est aller au musée, si c'est je ne sais quoi, prendre un pot avec vos amis, etc. C'est une priorité, ça fait partie des gros cailloux que vous devez garder, quoi qu'il arrive, dans votre agenda, parce que c'est ce qui va vous permettre de continuer à vous développer et d'avoir l'énergie suffisante pour continuer à vous développer. Voilà, c'est Julie qui dit, quand j'ai débuté ce programme, je pensais avoir atteint mes limites. Alors Julie, elle n'arrivait même pas à programmer des vacances. Elle arrivait de temps en temps à prendre 2 jours de vacances à l'improviste comme ça, mais elle n'osait pas poser des vacances. Aujourd'hui, je suis prête pour la prochaine étape. Je continue à oser, à tester de nouvelles choses, à ouvrir de nouveaux horizons, tout en sachant me protéger, rester en harmonie avec moi-même dans des contextes difficiles, à cultiver mon réseau. Donc ça, c'est vraiment important de prendre du temps pour vous. Alors, très rapidement, je vais vous parler aussi des programmes d'accompagnement, parce que effectivement, changer, transformer, passer la prochaine étape, construire la prochaine étape et passer la transition, ça peut être difficile. On fait des nœuds au cerveau, on sait plus, on va dans tous les sens, et on me demande souvent quel est mon meilleur conseil. Mon meilleur conseil, c'est s'autoriser, oser prendre les choses en main, oser passer le pas, oser dépasser les blocages une fois pour toutes, et puis se faire accompagner. Le principe du « je dois m'en sortir toute seule » ne fonctionne pas, ou alors ça marche mais pas très bien, et surtout trop lentement, et donc être accompagné, ça permet vraiment de gagner du temps, de poser des objectifs plus ambitieux, de moins s'éparpiller et de gagner beaucoup en stress.
Donc là, moi, j'accompagne mes clientes à l'international dans différents programmes. Il y a des choses qui sont en collectif, il y a des choses qui sont en individuel, il y a des choses qui sont en autonomie, aussi en e-learning, des programmes en ligne que vous faites toute seule. Il y a des différences aussi dans le temps. J'ai des programmes qui sont sur 8 semaines. Il y a un programme Shine with Happiness, retrouver l'énergie et la motivation qui va démarrer le 9 octobre. D'ailleurs, il y a un tarif Early Bird, donc je vous invite à aller voir Shine with Happiness. Ça, c'est 8 semaines, par exemple, pour retrouver l'énergie. Vous avez des programmes sur 12 semaines de Career Relaunch, c'est vraiment reconstruire un nouveau programme, réorientation, reconversion professionnelle ou recherche d'emploi. Vous avez des programmes en 12 semaines d'interculturel. Puis vous avez des programmes longs sur 1 an, Woman Leadership, qui sont avec du collectif, des ressources en ligne, des séances individuelles, ou du laser coaching, c'est sur 1 an en illimité avec des très courtes séances. Et puis vous en avez pour tous les profils, tous les objectifs, de 347 € à 4 950 €. Donc voilà, c'est adapté à tous les calendriers, tous les budgets aussi, mais toujours pour les femmes en transition ou en développement personnel et professionnel. On est vraiment dans ce cadre-là. Et je vous montre rapidement le programme. Aujourd'hui, je vous propose le programme Woman Leadership, qui est donc le programme collectif VIP avec des séances mastermind, masterclass, de l'individuel, du coaching individuel, des ressources en ligne. Enfin, ça, c'est vraiment le package total sur 1 an qui vous permet vraiment, là, pour le coup, de vous développer, de renforcer votre leadership, votre impact, d'abandonner définitivement vos comportements d'auto-sabotage et dépasser votre plafond de verre. Ça, je vous accompagne pendant 1 an complètement. Et juste pour vous présenter ce programme, donc la valeur du programme, c'est plus de 12 500 € si vous prenez par bout séparé. Et en fait, vous avez 2 formules. Une formule privilège en collectif à 1 950 € et une formule VIP en individuel, collectif plus les ressources, la totale, pour 4 950 €. Vous allez recevoir un email avec les liens si ça vous intéresse. Mais ce que je vous invite à faire pour l'instant, c'est vraiment à réserver une séance premier contact. Comme ça, on peut voir ensemble ce qui vous convient, ce qui vous intéresse, quel est votre contexte, quel est votre projet, quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser toute seule, à construire toute seule, et qu'est-ce que vous voudriez faire là dans les semaines ou les mois qui viennent. Et on verra ensemble si je peux vous aider, quel programme vous correspondrait le mieux. Si on a envie de travailler ensemble, c'est important de se parler aussi quand on travaille de toute façon en Woman Leadership 21. Je ne travaille pas sans avoir une séance préalable ensemble pour qu'on voit si on est, si ça match. Il faut que vous ayez confiance, il faut que vous soyez à l'aise. Voilà. Et puis moi, il faut que je sois alignée aussi sur votre projet. Il faut que ça corresponde aussi à mes talents, mes propres talents et ma zone de brillance. Donc, on passe par une séance premier contact. Donc, je vous invite à réserver cette séance premier contact. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.